France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous et bienvenue pour Ici l'Europe, votre émission sur France 24 et les chaînes parlementaires. Début d'année 2026 explosif à travers le monde et l'Union européenne qui peine toujours à devenir la puissance géopolitique que souhaite la Commission européenne. Nous reparlerons de cette rentrée de l'Union européenne assiégée de toutes parts dans notre partie débat. Mais tout de suite, nous partons en direction de l'Ukraine et de cette guerre à nos portes, stratégique pour nos démocraties. Nous sommes avec Gaël Vessière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur de France en Ukraine depuis 2 ans et demi. Précédemment, vous étiez en poste en Croatie, bon connaisseur de Bruxelles, puisque vous avez été affecté 2 fois à la représentation permanente de la France de l'Union européenne, aux affaires européennes aussi à Paris. Vous arrivez de Kiev, où le début de l'année est particulièrement sombre, vous diriez ? Sombre, non, mais il est difficile. Il est difficile, simplement les Ukrainiens sont extraordinairement résilients. Il est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'électricité. Il y a des coupures d'électricité pendant les 2 tiers de la journée. Et il est difficile parce qu'il y a de plus en plus de frappes russes, avec un nombre de vecteurs, c'est-à-dire de drones et de missiles, qui en tendance s'accroît. Donc c'est difficile. Mais une fois de plus, les Ukrainiens tiennent le coup, ils savent pourquoi ils se battent et ils continuent. Comme toutes les semaines, nous vous proposons tout de suite des brèves d'Europe, début d'année très mouvementé avec ces morceaux choisis. L'Europe en bref par Isabelle Romero. Après son coup de force au Venezuela, Donald Trump menace à nouveau d'annexer le Groenland, indispensable selon lui à la sécurité des États-Unis. Ces déclarations hostiles envers un territoire autonome appartenant au Danemark, donc membre de l'UE et de l'OTAN, indignent Mette Frederiksen, première ministre danoise. Ce ne sont pas seulement le Danemark ou le Groenland qui sont impliqués dans ce conflit. On constate aujourd'hui le soutien massif apporté par tous les principaux pays européens et le Canada. Si les Européens exhortent Washington à respecter la souveraineté du Groenland, les Américains continuent à avancer leurs pions entre offres d'achat et menaces militaires. Le 1er janvier, la Bulgarie est devenue le 21e pays de l'UE à adopter l'euro. Mais certains Bulgares craignent une flambée des prix dans un contexte politique instable. Le Premier ministre, Rosen Jeliaskov, a démissionné le 10 décembre dernier, sous la pression des manifestants. Les dirigeants espèrent pourtant que la monnaie unique va doper les échanges commerciaux de ce pays le plus pauvre de l'UE et éloigner les Bulgares de l'influence russe. Lors de la réunion de la coalition des volontaires sur l'Ukraine, les 35 pays présents et les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, ont avancé sur les garanties de sécurité. Ils ont acté la surveillance d'un futur cessez-le-feu sous le leadership américain, le soutien à l'armée ukrainienne et une force multinationale composée de soldats européens, notamment français, comme l'explique le président Macron. C'est le jour d'après la paix. Comment apporter une garantie de paix et de sécurité, une force de réassurance. La potentialité de plusieurs milliers d'hommes. Reste encore à obtenir un cessez-le-feu face à un Poutine toujours inflexible. Monsieur l'ambassadeur en Ukraine, parlons de cette guerre sur le terrain. C'est notre chiffre de la semaine, 20% de territoire occupé. D'après les analystes du groupe Distet qui sont proches de l'armée ukrainienne, la Russie a conquis à peine 1% du territoire en 2025. Donc Vladimir Poutine prétend pourtant qu'il est en train de gagner la guerre. C'est faux, et les chiffres que vous venez de citer le montrent de façon très claire, c'est-à-dire que la Russie progresse militairement, c'est vrai, mais très lentement. Je rappelle que l'Ukraine, c'est un pays qui géographiquement est plus grand que la France. Donc effectivement, et tout ça a un coût humain exorbitant, naturellement. Donc non, l'Ukraine n'est pas en train de s'effondrer, non, le narratif russe n'est pas fondé, et non, la situation ne sera pas tellement pire, vraisemblablement, sur le plan militaire en Ukraine, dans 6 mois par rapport à ce qu'elle est maintenant. Et c'est important de le dire, parce que sinon, évidemment, ce que cherchent les autorités russes, c'est à créer une situation dans laquelle on se dirait c'est plus la peine de soutenir l'Ukraine, puisqu'ils sont en train de perdre. Alors l'avancée russe, néanmoins, pour 2025, a été plus forte dans l'oblast de Donetsk, avec 78% du territoire occupé. L'autre partie, c'est le bassin du Donbass, l'oblast de Lugansk, presque entièrement occupé. Ce qui est en jeu dans le futur plan de paix, c'est justement l'avenir de ces territoires. Alors, ce qui est en jeu, c'est l'avenir de ces territoires, c'est l'avenir de l'Ukraine. D'abord, c'est la viabilité de l'Ukraine. Et ensuite, c'est que l'Ukraine puisse être une puissance souveraine et qu'on respecte
ses frontières, celles de 1991. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Ukraine peut militairement aujourd'hui reprendre les territoires qu'elle a perdus de la Crimée en 2014, de la Crimée jusqu'à une partie du Donbass? Aujourd'hui, c'est militairement impossible. Le président Zelensky le reconnaît. Et donc lui, il est prêt à faire un accord dans lequel on arrêterait les combats et où l'Ukraine ne rechercherait pas à reprendre militairement ces territoires par la force, ces territoires qui sont ukrainiens. Les Ukrainiens considéreraient que ces territoires sont ukrainiens, ce qu'ils sont juridiquement, c'est ce que nous, les Européens, nous reconnaissons. Et les Russes considéreraient évidemment que, pour partie, ils sont russes. Mais on est quand même très loin de cela. Mais il y a une intense activité diplomatique en ce moment pour essayer de trouver un accord, pas forcément avec les Russes pour l'instant, mais au moins entre les Ukrainiens, les Américains et les Européens, et ensuite d'aller voir les Russes. Oui, parce que selon le président Volodymyr Zelensky, l'accord de paix est prêt à 90%, ajoutant que les 10% restants contiennent tout, en fait. Vous savez, les diplomates ont une formule, on dit toujours qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout. Donc même si on était prêt à 99%, s'il vous manque 1%, vous n'y êtes pas. Ceci dit, il y a une vérité dans la formule du président Zelensky, je crois, y compris sur le plan diplomatique, c'est que les choses ont beaucoup progressé. Il y a des textes, c'est discuté avec les Américains de façon très approfondie, c'est discuté avec les Européens de façon très approfondie. Il y a eu des discussions à Kiev le week-end dernier, il y a des discussions à Paris le 6. Et donc, il y a des discussions intenses pour arriver à un produit, un point d'équilibre qui engagerait les Ukrainiens, les Américains, les Européens, et qu'il faut ensuite que les Russes acceptent, bien entendu. Oui, parce que Volodymyr Zelensky a parlé de garanties de sécurité solides pour une période de 15 ans prolongeable du côté des Américains. Mais pour vous, il est indispensable qu'il y ait présence européenne sur le sol ukrainien pour empêcher la Russie de réitérer une guerre s'il y a un accord de paix? Il est indispensable qu'il y ait des garanties de sécurité qui permettent aux Ukrainiens de se projeter dans le futur en se disant que les Russes les ont attaqués en 2014, qu'ils les ont attaqués en 2022, qu'ils ne les réattaqueront pas demain parce qu'il y aura suffisamment de garanties que ça n'aura pas lieu. Une façon de faire cela, c'est d'avoir une force multinationale de la coalition des volontaires, avec le soutien américain, qui soit déployé en Ukraine, dans le cadre d'un cessez-le-feu, naturellement, pas dans le cadre du conflit, dans le cadre d'un cessez-le-feu, de façon à pouvoir former l'armée ukrainienne, qui est la première garantie de sécurité, finalement, que les Russes ne peuvent pas revenir, c'est d'avoir une armée ukrainienne robuste et l'équiper, mais aussi de façon à pouvoir, par leur simple présence, jouer un rôle de dissuasion, au sens classique du terme, bien entendu. D'ailleurs, le président Macron a aussi considéré, au-delà de ces garanties de sécurité, qu'il fallait reparler à Vladimir Poutine pour que l'Europe ne soit plus exclue des négociations du plan de paix comme elle l'est actuellement. Écoutez, le président de la République avait contacté le président Poutine il y a quelques mois pour parler du nucléaire iranien. Mais ils avaient aussi parlé, à l'époque de la crise, mais ils avaient aussi parlé d'Ukraine à ce moment-là. Et bien sûr, comment en parler au président Poutine si on ne parle pas d'Ukraine? Donc la question, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les Américains qui négocient de fait avec les Russes. Il faudra demain, à un moment, que les Ukrainiens négocient avec les Russes. Sans doute, nous-mêmes, nous aurons vocation, nous les Européens, Français et Européens, nous avons aussi vocation à négocier avec les Russes. La question, c'est quand et comment et dans quelles conditions. Au dernier sommet européen, justement, on voit les Européens encore un peu divisés, puisqu'ils ne sont pas tombés d'accord pour adosser un plan de paix d'aide à l'Ukraine aux avoirs russes gelés, dans les banques essentiellement belges, mais ont dû se contenter d'un grand emprunt à 24, 103 pays membres, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, qui refusent de rembourser cet emprunt. C'est décevant pour vous? C'est pas assez punitif pour le fauteur de guerre? Écoutez, évidemment, ça aurait été mieux si on avait pu se mettre d'accord sur les avoirs gelés, mais en réalité, il y avait un besoin très court terme, et c'était de trouver des financements très importants pour l'Ukraine, qui en a terriblement besoin pour 2026 et 2027. Et cette solution financière a été trouvée. C'est les 90 milliards du prêt qui a été mis sur pied, comme vous l'avez rappelé, lors du dernier Conseil européen, et qui va permettre de garantir la solvabilité de l'Ukraine et qu'elle puisse continuer son effort de guerre, parce que quand l'Ukraine se bat, elle se bat aussi pour notre sécurité, en réalité. Et donc c'est aussi notre intérêt. La question des avoirs gelés, elle n'est pas pour autant oubliée. Au contraire, les conclusions du Conseil européen, c'est qu'on va continuer à essayer de mettre sur pied une formule pour pouvoir utiliser plus directement ces avoirs gelés, et donc l'histoire ne s'arrête pas là. Mais il y avait un besoin d'urgence qui était de trouver un financement pour 2026 et 2027. C'est ce qui a été fait par la décision du Conseil européen. Mais le désengagement de 3 pays qui finalement disent qu'on ne payera pas pour l'Ukraine, la Hongrie de Viktor Orban, la Slovaquie de Fico, la Tchéquie, la République tchèque donc de Babiš, ça vous inquiète sur le plus long terme?
C'est évidemment inquiétant que plus l'Union européenne est unie et plus elle est à même de peser, de devenir cette puissance géopolitique et géostratégique qu'elle aspire à être et qu'elle devrait être. Ça aurait été encore plus inquiétant si la division voulait dire paralysie. Là, il y a eu division, c'est vrai, mais on a réussi à trouver une solution avec au fond l'accord aussi des 3 pays que vous avez mentionnés pour que les autres le fassent. Ils auraient pu aussi essayer de le bloquer, mais ils l'ont accepté. Donc en réalité, c'est pas la meilleure solution possible. Mais il n'empêche que, vous savez, il faut être pragmatique, il faut que les choses avancent, et là, les choses ont avancé. Gaël Vessière, ambassadeur en Ukraine, il faut comprendre que beaucoup d'élections sont attendues en 2026 dans le club européen qui confirmeront ou infirmeront les positions pro-russes de certains gouvernements. Alors c'est le cas en Bulgarie, par exemple. On attend des élections présidentielles, mais d'ici là, eh bien, il y a eu l'adoption de l'euro au 1er janvier. Est-ce que pour vous, ça va ancrer davantage ce pays dans le club européen? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ce que j'ai vécu, moi, comme ambassadeur de France en Croatie, il y a quelques années, quand la Croatie est rentrée dans la zone euro, c'est que ça a été formidable. Ça a été formidable, c'est plus simple pour tout le monde, c'est plus facile pour le fonctionnement du marché unique européen, ça renforce l'Union européenne et ça a beaucoup aidé la Croatie. Donc j'espère qu'évidemment, il se passe la même chose pour la Bulgarie. Il faut toujours faire attention, parce que les moments de transition sont des moments toujours délicats, donc il faut que ce soit bien géré. En Croatie, ça avait été fort bien géré. Et je pense qu'effectivement, c'est un message très fort à tous ceux qui mettent en cause l'Union européenne, quel qu'il soit, qu'en réalité, elle garde cette capacité à progresser, à avancer, d'une façon assez traditionnelle finalement, dans la voie de l'intégration européenne telle qu'elle est prévue par les textes et les traités. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Malgré la poussée quand même de populistes et de forces très pro-russes et une désinformation que vous ressentez? Oui, on sent cette désinformation. Alors, pas tellement en Ukraine, bien sûr, mais c'est plus dans nos propres démocraties qu'on voit ce discours russe tel qu'il est repris. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en disant non, l'Ukraine n'est pas sur le point de s'effondrer, non, la Russie n'est pas en train de gagner, parce que ça, typiquement, c'est le narratif russe. Et c'est de la désinformation. Vous avez constaté, vous nous en avez parlé, qu'aucune partie du pays n'est désormais épargnée par les attaques. Est-ce que les Ukrainiens sont toujours aussi mobilisés en faveur de cette guerre et même, j'ai envie de dire, mobilisables dans l'armée? Les Ukrainiens sont toujours aussi résilients et les Ukrainiens sont toujours aussi déterminés à ne pas se laisser faire et à ne pas se laisser imposer un ordre russe ou des concessions territoriales à la Russie. Donc ça, on le voit tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de frappes, notamment sur le centre de Kiev, malgré l'excellente protection antiaérienne, mais simplement parce que les Russes envoient un très grand nombre de vecteurs. Il y a eu certaines nuits jusqu'à 900 vecteurs, drones et missiles confondus. Donc évidemment, c'est énorme. Mais les gens restent très mobilisés et la guerre change. La guerre se fait aujourd'hui essentiellement en volume par des drones. 2 tiers des pertes que les Ukrainiens infligent aux Russes sont des pertes qui sont infligées par les drones. C'était pas la même chose il y a 2 ans où c'était plutôt les munitions d'artillerie. Donc c'est pas la même guerre en réalité. Et voilà. Mais c'est une guerre qui pèse lourdement. Elle pèse sur l'armée, elle pèse sur la population à cause des frappes indistinctes russes qui ne fait rien pour protéger les civils et qui manifestement parfois les ciblent. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a choisi un nouveau chef de cabinet en le général Kirilo Boudanov, jusqu'à présent chef du renseignement militaire. Le précédent chef de cabinet, on s'en rappelle, Andrij Yermak, avait démissionné fin novembre à la suite d'un scandale de corruption majeur. Est-ce que vous connaissez M. Boudanov? C'est un atout pour le président? C'est une légende en Ukraine pour ses hauts faits militaires, ses hauts faits guerriers, mais aussi pour ses capacités d'analyse, sa façon de penser la guerre. Et c'est un homme avec lequel les services compétents en France et dans tous les autres pays d'ailleurs collaborent étroitement. Donc il est nommé à de nouvelles fonctions qui sans doute changent un peu de nature. C'est-à-dire que la fonction de directeur de cabinet du président était jusque-là extraordinairement politique et parfois un peu politicienne. Désormais, elle sera beaucoup plus concentrée sur la gestion de la guerre, des questions de renseignement, des questions de sécurité, disons au sens large, et moins sur le travail politique, l'adoption des projets de loi et ce genre de texte. Et donc, d'une certaine façon, ça veut dire aussi un renforcement du rôle de la Première ministre, Mme Sviridenko. Et c'est un nouvel attelage, en quelque sorte. Mais est-ce que le président Zelensky n'est pas
affaibli durablement par cette affaire de corruption? Est-ce qu'il représente plus une partie du problème qu'une partie de la solution en Ukraine, comme le sous-entend parfois tout simplement la Maison-Blanche? Le président Zelensky, sous son autorité, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans la lutte contre la corruption. L'Ukraine était historiquement un pays qui malheureusement était considéré comme assez corrompu dans les classements internationaux. Il reste un problème évident de corruption dans ce pays, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment grâce à l'instigation des agences anticorruption qui sont indépendantes. Je pense au NABU, au procureur indépendant anticorruption. Ça ne veut pas dire que parfois il ne peut pas y avoir tel ou tel problème. En juillet, il y a eu une crise autour d'une agence anticorruption, par exemple. Mais le président a veillé à ce que le tir soit modifié, à ce que l'indépendance de l'agence soit rétablie. L'Ukraine est sincèrement déterminée, et c'est aussi le vœu du président Zelensky, à rejoindre l'Union européenne, avec tout ce que ça veut dire comme reprise de l'acquis, reprise des normes et continuation du combat contre la corruption. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, si on veut aller un tout petit peu plus loin, d'une part, c'est quand même assez extraordinaire un pays qui fait à la fois les réformes et la guerre. Parce que historiquement, c'est quand même plus facile quand on fait la guerre de dire on verra plus tard pour les réformes. C'est pas ce que fait l'Ukraine, elle fait les deux en même temps. Et d'autre part, le président de la République avait eu l'occasion de le dire le 1er décembre dernier, il n'y a pas de scandale de corruption en Russie. C'est ironique, il y a des scandales de corruption en Russie. Bien entendu, mais personne ne le sait parce que le système n'est pas organisé pour les... L'intervention américaine au Venezuela, monsieur l'ambassadeur, en rupture avec le droit international, est-ce que ça n'est pas une mauvaise nouvelle pour les Européens et l'Ukraine qui tentent de faire respecter ce droit international? Alors moi, je suis évidemment ambassadeur de France en Ukraine. Du point de vue ukrainien, du point de vue de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, à la fois ça met en porte-à-faux la Russie, ceci dit, parce que le grand allié du Venezuela, de l'ancien président Maduro, Nicolas Maduro, et dans son régime corrompu, son grand allié c'était la Russie. Et donc la Russie est assez embêtée, parce qu'il faut à la fois qu'elle défende au moins nominalement son allié, en même temps sans essayer de trop braquer le président Trump. En même temps, on voit bien que toute action qui est faite en dehors des règles du droit international, pour le coup, n'est pas bonne pour ceux qui sont attachés au respect du droit international et des règles, et que donc, de ce point de vue-là, structurellement, c'est pas forcément une bonne nouvelle, ni pour nous, ni pour l'Ukraine. Vous avez peut-être vu le président Zelensky s'en est tiré par une boutade, en fait, en disant, mais finalement, si je comprends bien, il s'agissait pour les États-Unis d'arrêter un dictateur, c'est très bien qu'il ne s'arrête pas là, il y a d'autres dictateurs à arrêter, voilà. Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui, Gaël Vessière. Vous retrouvez tout de suite Thibaut Hénoch et David Delos pour notre débat de la rentrée. Qui veut la peau de l'Union européenne? C'est le débat tout de suite. Bienvenue dans votre magazine consacré à l'actualité européenne. Et une question au cœur de cette actualité. L'Europe doit-elle avoir peur des États-Unis? Il y a encore quelques mois, la question paraissait anecdotique. Aujourd'hui, l'Europe est contrainte d'y faire face. D'allié et protecteur, l'Amérique de Donald Trump est devenue un rival agressif de guerre commerciale. On en vient aujourd'hui à évoquer une guerre tout court. Les menaces américaines sur le Groenland font entrer les relations diplomatiques dans une nouvelle phase avec le scénario d'une annexion, y compris militaire, d'un territoire occupé par un pays de l'Union, le Danemark. Nouvel épisode d'une confrontation, voire même d'une escalade aux multiples volets. Au mois de décembre, l'administration Trump a ciblé une liste de personnalités européennes, dont l'ancien commissaire Thierry Breton, déclaré persona non grata aux États-Unis en rétorsion à la régulation européenne sur le numérique. L'Europe est aussi accusée d'avoir abdiqué dans sa politique migratoire et d'avancer vers, je cite, un effacement civilisationnel, selon les termes très rudes employés par le gouvernement Trump dans un document stratégique, une doctrine américaine de sécurité nationale qui appelle même à une forme d'ingérence dans les élections européennes. Alors, les États-Unis veulent-ils la peau de l'Europe et face à ces menaces multiformes, la réponse des pays membres est-elle appropriée? Pour en parler, nous recevons Christophe Préau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du site d'information Toute l'Europe et vous êtes à l'origine de ce magazine mensuel L'Europe, consacré à la géopolitique européenne. Bonjour Nicole Niesotto. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et auteur d'un livre intitulé Fracture dans l'Occident. Comment en est-on arrivé là? Comment en sortir? Ouvrage paru aux éditions Odile Jacob. Justement, première question que je vous pose, Madame Niesotto. Vu le tableau que nous venons de brosser, faut-il encore considérer les États-Unis comme un allié de l'Europe ou alors comme un adversaire, comme un ennemi? Certainement pas comme un allié. Moi, j'aime parler de l'ennemi américain, en référence à ce
cet ouvrage de littérature policière d'autrefois. Non, les États-Unis de Donald Trump ne connaissent pas le mot alliance, ne connaissent pas le mot ami, ni le mot allié. Ils connaissent uniquement leur intérêt national, ou en tout cas ce qu'ils définissent eux-mêmes comme leur intérêt national. Et donc oui, pour l'Europe, c'est une révolution, c'est une régression stratégique majeure, et il faut que les Européens se mettent dans la tête, ce qui est très difficile pour la plupart des partenaires européens, se mettent dans la tête que les États-Unis ne sont pas une puissance amie. Ça ne veut pas dire qu'ils seront ennemis sur tous les dossiers, mais il y a énormément de dossiers sur lesquels ils sont devenus des ennemis de la politique européenne. Il y a le réchauffement climatique, le numérique, le commerce et maintenant les questions de défense et la stratégie, puisque l'administration Trump, ni plus ni moins, menace d'accaparer un territoire qui est... en tout cas pour ce qui concerne sa défense, qui est de la responsabilité du Danemark. Donc moi, je pense qu'il faut oser les termes très forts. Il y a une contre-révolution américaine qui est à mes yeux une contre-révolution fascisante, ou en tout cas autoritaire, pas forcément sur l'intérieur des États-Unis, mais à l'égard du reste du monde. C'est une stratégie de prédation stratégique, en particulier dans la famille occidentale. Parce que Trump, il est fort avec les faibles, et nous, les Européens, nous sommes faibles, mais il est faible avec les forts. Il ménage quand même, quand il le peut, la Chine et la Russie. Christophe Préau, face à ce revirement que décrit Nicole Niesotto, on a l'impression que les Européens sont un peu en état de sidération. Comment est-ce que vous comprenez et vous analysez ces hésitations et cette réponse pour l'instant fluctuante ? L'Union européenne ne parle jamais d'une seule et même voix en fait à l'international et en question diplomatique. Il y a 27 États membres. Donc, si on fait référence, par exemple, au coup de force de Donald Trump et des États-Unis au Venezuela, par exemple, effectivement. Chaque État n'a pas la même position. On voit bien dans les déclarations qu'il faut aussi ménager ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être un ennemi américain, et parce que demain, il faut continuer toujours à travailler avec lui. Et il y a toujours aussi cette épée de Damoclès. En fait, à chaque fois qu'on a une relation avec Donald Trump aujourd'hui, c'est l'Ukraine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on discute avec Trump, quels que soient les sujets, c'était le cas sur les sujets pour un accord commercial qui a été noué à l'été 2025, il est toujours sous-jacent. Si vous n'accédez pas à mes désirs, je ne vous soutiens plus dans le combat vis-à-vis de la Russie et par rapport à l'Ukraine. Donc, on est dans une position un peu ambivalente. Et comme le disait Nicole Niesotto, sur de nombreux points, on a une position de faiblesse qui est aujourd'hui, effectivement, l'international, qui est compliqué à gérer. Alors, on va mettre un coup de projecteur sur le point d'orgue des tensions entre l'Union européenne et les États-Unis. La menace sur le Groenland paraissait fantasque, je le disais il y a quelques semaines. Elle paraît désormais bien concrète. Voyez comment Donald Trump a justifié son intérêt pour le Groenland. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale. Si on regarde les côtes du Groenland, il y a des bateaux russes et chinois partout. Nous en avons besoin pour notre sécurité nationale. Nous devons l'avoir. Cette menace doit-elle être prise au sérieux, Nicole Niesotto ? Tout à fait. Tout à fait, ils ne plaisantent pas. Ça fait déjà dans l'histoire. Les Américains ont répété 5 fois que le Groenland pouvait être américain. Et donc, et Trump répète et dit que d'ici 2 mois, l'affaire sera réglée. Donc oui, il faut prendre la menace au sérieux. Maintenant, est-ce que ce sera une menace militaire ? Est-ce qu'ils vont déployer toute une armada pour occuper le Groenland ? Je ne crois pas. Ils ont déjà une base militaire officielle sur le territoire du Groenland. Vous ne croyez pas à une intervention militaire sur le Groenland? Enfin, pas tout de suite. Moi, je pense que les Américains vont essayer d'abord la voie commerciale. Les Groenlandais ont un statut très particulier vis-à-vis du Danemark. Ils sont totalement autonomes sur tout, sauf sur la défense et la sécurité, dont la responsabilité revient au Royaume du Danemark. Mais pour tout le reste, ils sont souverains. Et donc, Donald Trump peut essayer d'abord de leur proposer un accord d'exploitation de leurs minerais, parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse, c'est les richesses du sous-sol. Il peut leur proposer un accord. Et c'est pour ça que moi, si j'étais patronne de l'Union européenne, ma première réaction serait de dire aux Groenlandais, tout ce que Trump vous propose, nous, on multiplie par 2 et on propose mieux. Autrement dit, de prendre au mot, il va faire peut-être une enchère sur le Groenland, on réenchérit et on garde le Groenland pour nous. Maintenant, la menace militaire, ça ne peut être qu'une deuxième étape. Si jamais tout est impossible sur le plan commercial ou un deal économique, à ce moment-là,
il n'a pas besoin d'une intervention militaire, il a des forces sur place. À titre dissuasif, envoyer des troupes, par exemple, la France l'a proposé au Danemark, ce serait une idée ? Moi, je pense que ce serait un bon message, à condition que la France ne soit pas toute seule. Il faudrait que les grands pays de l'Union européenne, en particulier ceux qui sont très motivés sur la défense de l'Ukraine, ceux qui sont membres de la coalition éventuelle qui un jour appliquerait un plan de paix en Ukraine, que ces pays-là disent la même chose. Nous, le Danemark, c'est pas un pays étranger, c'est une partie de nous-mêmes, et donc nous allons défendre une partie de nous-mêmes. Christophe Préault, là aussi sur ce dossier groenlandais, on a entendu des voix discordantes au sein des 27. Certains sont très alarmistes, par exemple la première ministre du Danemark, on a entendu. Emmanuel Macron, lui, a dit qu'il considérait ce scénario improbable. Pourquoi de tels écarts là aussi d'appréciation ? D'abord, le Danemark, évidemment, est le premier concerné. Donc, ça me semble logique que Mette Frederiksen, première ministre danoise, s'inquiète fortement. Si on fait juste une petite comparaison, il y a 56 000 habitants au Groenland. L'armée d'active américaine, c'est 1,3 million de militaires. Donc déjà, ne serait-ce que ce niveau-là. Donc voilà. Et puis rappeler aussi que le Groenland, comme on l'a dit, c'est un territoire autonome, mais constitutif du Royaume du Danemark. Alors, c'est pas un territoire européen, pas partie de l'Union européenne. Néanmoins, les citoyens groenlandais sont des citoyens européens. C'est une relation au Danemark, comme nous, pour la France, on a la relation avec la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie, par exemple. Voilà. Donc, il y a aussi une sorte de petit flou sur lequel peut-être Donald Trump pourrait jouer. Mais en tout cas, si demain il venait militairement au sein du Danemark, ce serait effectivement, je pense, une agression d'un membre de l'OTAN vis-à-vis d'un autre membre de l'OTAN. Ça mettrait fin au sujet. Et puis, pour les positions différentes des uns et des autres, il y a aussi ceux qui sont plus atlantistes en termes de pays que d'autres. Et puis, on est toujours dans cette situation où il faut quand même ménager ce qui reste encore l'ami américain, entre guillemets. Je voudrais qu'on écoute justement ces Groenlandais. Vous le disiez, Christophe Préault, ils sont 56 000, 57 000. 85% d'entre eux rejettent l'idée de passer sous pavillon américain. Écoutez. Je trouve les propos de Trump inacceptables. On lui a répété à maintes reprises que ce n'était pas ce que nous voulions au Groenland. Je trouve cela très préoccupant. Le Groenland doit poursuivre les projets qu'il a lui-même définis. Nous devrions être indépendants tout en coopérant étroitement avec le Danemark et l'Europe. Nous devons nous débrouiller tout seuls, malheureusement. Pour l'instant, c'est comme ça, alors débrouillons-nous tout seuls. Alors voilà pour la réaction des Groenlandais. Mardi, Nicole Niezotto, les dirigeants européens ont publié un communiqué dans lequel ils réaffirment que le Groenland appartient à son peuple et que la sécurité de l'Arctique doit être assurée dans le cadre de l'OTAN. Est-ce que une déclaration sur papier comme ça c'est suffisant pour faire barrage à Donald Trump ? Non, bien sûr que non. C'était le minimum. Mais ça ne suffit pas et il faut mettre en œuvre cette déclaration de solidarité avec le Danemark. C'est pour ça que je crois qu'il faut communautariser, enfin collectiviser la question du Groenland, ne pas les laisser en tête-à-tête avec l'Amérique parce que là, ils ont absolument perdu. Est-ce qu'il faut que les dirigeants européens se rendent à Nuuk, la capitale du Groenland, pour marquer justement leur position ? Pourquoi pas ? Mais moi, je pense surtout qu'il faut mettre la question au sein de l'OTAN. Parce que Donald Trump se moque complètement de l'Union européenne. Même j'ai tort, il veut détruire l'Union européenne. Mais en revanche, l'OTAN, en dépit de toutes les rumeurs de « je retire mes troupes, débrouillez-vous tout seul », il en a besoin parce que c'est quand même une série de plateformes pour ses bases, pour des bases américaines qui sont utiles pour le Moyen-Orient, pour l'Asie, etc. Et qui sont financées par... Et qui sont financées par les Européens. Et donc, ce qu'il faut, c'est porter l'affaire dans l'OTAN et dire à Donald Trump, si vous attaquez un pays de l'OTAN, vous tuez l'OTAN. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'ils peuvent entendre plus que, en tout cas, autant qu'une manifestation de solidarité de l'Union. Est-ce que l'OTAN ne pourrait pas, à travers les voies de Mark Rutte, ne peut pas être un peu créative aussi, peut-être, et proposer, s'il y a une condition de sécurité vraiment essentielle au sein du Groenland, est-ce qu'on ne peut pas déployer des forces de l'OTAN plus complémentaires au sein Contre l'Amérique ? Non, pas contre l'Amérique, pour sécuriser le Groenland, puisque soi-disant qu'il faut le sécuriser. Parce que c'est l'argument principal avancé et non pas les minerais, dit Donald Trump. Je voudrais qu'on évoque un autre volet, celui de la régulation européenne, critiquée, attaquée aussi par les Américains. Début décembre, la Commission a affligé au réseau X une amende de 120 millions d'euros pour violation du règlement sur les services numériques de l'UE. La réaction américaine a été très virulente. Elon Musk a écrit sur son réseau que l'Union devait être
abolie. Le secrétaire d'État Marco Rubio accuse, je cite, les idéologues européens de mener des actions concertées pour contraindre les plateformes américaines à sanctionner les opinions américaines auxquelles elles s'opposent. L'administration Trump ne tolérera plus ces actes flagrants de censure extraterritoriale. Fin de la citation. Christophe Préau, là aussi, c'est un bras de fer. Oui, c'est un bras de fer. Et quand on parle de questions de souveraineté, Nicole, vous l'avez cité, le numérique est aussi une question extrêmement essentielle. Parce qu'aujourd'hui, toute notre activité économique est globalement sous dépendance des big tech américaines. Donc, que ce soit dans l'exploitation aussi de nos données, dans l'organisation des algorithmes numériques, dans les questions de démocratie, parce que je pense qu'on va peut-être aussi en parler. Donc aujourd'hui, la souveraineté numérique, c'est vraiment un sujet pour nous, et notamment, quand je disais sur les données aussi, de pouvoir avoir un cloud souverain au niveau européen. Pour Donald Trump et Elon Musk, l'Union européenne et la régulation numérique, c'est l'empêcheur de tourner en rond. L'empêcheur de tourner en rond dans le développement économique, justement, de cette armada numérique, et puis aussi dans les idées, dans le déploiement des idées. Et on l'a vu, nous, dans des élections municipales au mois de mars, il est sûr qu'il y aura de l'ingérence étrangère à travers les réseaux et à travers Twitter, comme on l'a vu en Allemagne, où le réseau X a favorisé la mise en avant de messages pour l'AfD. Donc la question du numérique, elle est extrêmement essentielle. Pour moi aussi essentielle que la question militaire. Dans ce contexte, Nicole Niesotto, est-ce qu'il faut parler d'une remise en cause, voire d'un éclatement du modèle européen ? C'est ce que veut l'administration Trump. Il suffit de lire la stratégie nationale de sécurité dont on va peut-être parler. Publiée le 5 décembre par l'administration américaine. Oui, parce que Trump, c'est pas un grand stratège, c'est pas quelqu'un qui a des grandes idées, c'est quelqu'un qui, au contraire, a des idées très simples, qui est convaincu que pris isolément, les États européens, c'est des petits États, même soi-disant la France, grande puissance, c'est pour ça qu'il n'arrête pas de se moquer d'Emmanuel Macron, mais que collectivement, s'ils sont dans l'Union européenne, les Européens peuvent être potentiellement puissants, et en particulier potentiellement puissants par leur capacité à réguler un certain nombre de technologies nouvelles, dont le numérique. Et donc, son objectif, c'est pas simplement de ne pas respecter les lois numériques proposées notamment par Thierry Breton. Son objectif, c'est de casser l'Union européenne comme machine de puissance collective des Européens. Il préfère des Européens, 27 pays européens séparés. Ça a toujours été d'ailleurs la politique américaine, d'empêcher l'Europe de devenir bilatéralisme plutôt que le multilatéralisme. Et donc, voilà, donc, il veut casser l'Union européenne, mais surtout, je crois qu'il y a ce qui est très important dans cette affaire numérique, c'est le renversement de l'argumentaire. L'argumentaire de Donald Trump, c'est d'accuser les Européens de censure et donc d'être des traîtres au principe de liberté, qui est le principe de base de la démocratie. Et donc, c'est au nom de soi-disant la liberté d'expression qu'il veut casser le contrôle européen. Ce qu'il fait semblant de ne pas comprendre, c'est que dans les démocraties, le contrôle, il est collectif. C'est la société collectivement qui contrôle les libertés des autres. Ce que lui veut, c'est que dans son régime autoritaire, c'est un seul homme, Trump, qui contrôle la liberté. C'est pour ça que je pense que cette affaire du numérique est plus importante que l'affaire du Groenland, parce que ce que Trump veut vraiment, c'est aider au développement en Europe des partis d'extrême droite pour justement avoir une Europe aussi alignée sur les valeurs américaines et non pas sur les valeurs démocratiques. Christophe Préau, le mot de la fin, l'année 2026 va être celle de tous les dangers. L'Union européenne va devoir faire donc attention à ses frontières et à ce qui se passe dans ses urnes. Dans les urnes, sûrement dans des élections aussi importantes en avril en Hongrie, où Viktor Orban n'est plus vraiment trop en position de force. Et ce sera aussi important de scruter ce qui va se passer en Hongrie et aussi la potentielle ingérence étrangère sur la question des réseaux. Bon, on suivra tout ça avec vous. Et puis, depuis le Parlement européen, merci David. Merci Thibault. Merci à tous et bonne suite de programme sur nos chaînes.